parti. Alors bonjour, bonjour Omar et merci de cette invitation. Donc aujourd'hui nous allons parler de divers sujets et j'aime beaucoup l'approche que vous avez en l'occurrence. Donc je suis journaliste, c'est mon premier métier, également auteur parce que j'écris aussi de la fiction et depuis quelques années maintenant je me suis lancée donc dans la formation au- dans plusieurs écoles, mais aujourd'hui je travaille quasiment exclusivement pour l'EFAP, qui est une école de communication à Paris et à Montpellier, sur ces deux écoles. Donc vraiment, je tiens aujourd'hui à travailler essentiellement pour les FAP, mais sinon, j'ai travaillé également pour le campus des écoles supérieures des Pays de la Loire, qui ont été aussi très accompagnants dans tout mon processus pédagogique. Voilà. Et ce sont des gens avec lesquels je continue d'avoir de très bons contacts sur d'autres projets. Alors, j'enseigne, je vous le disais tout à l'heure, la communication interpersonnelle, la dynamique de groupe, mais également l'art oratoire et également la psychosociologie. Ce sont les domaines dans lesquels j'interviens maintenant depuis à peu près 5 ans. Et alors, vous les enseignez à un public, à quel public? À un public du supérieur ou du secondaire? Alors, il s'agit d'étudiants post-bac, première année, deuxième année, troisième année. En dernière année, j'ai des étudiants qui vont passer le grand oral et je les prépare. Alors là, c'est plutôt de la méthodologie que de l'art oratoire au grand oral. Donc, c'est un panel d'étudiants très large. Ayant également enseigné pas mal au Greta autrefois, j'ai un peu Est-ce que vous pouvez dire un peu ce d'expérience. que c'est que le Greta pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas en fait de quoi Alors, le Greta, c'est une émanation, là, en l'occurrence, de l'éducation nationale publique. Donc, en l'occurrence, j'étais au Greta Paris Centre, au lycée Turgot. Et nous, cette fois-ci, il s'agit de formation d'adultes à des métiers. Donc, nous avons des publics qui sont souvent des publics en reconversion. En l'occurrence, il s'agissait de personnes qui voulaient devenir comptables. Comptables et puis ensuite experts comptables. Entre parenthèses, c'était un public très intéressant et je me suis vraiment beaucoup, beaucoup plu dans cette formation au Greta. D'accord. Voilà. Et Ouais. Non, je vous laisse continuer. non, voilà, je considère qu'il n'y a pas pour moi un public réellement idéal en matière de pédagogie. Et ce dont je me suis toujours aperçue, c'est que ce qui concerne, je dirais, l'enseignement, la pédagogie, traverse complètement les âges. De la même façon, j'ai organisé beaucoup ateliers d'écriture avec des seniors, avec des enfants très très jeunes, avec parfois des publics mélangés avec des malades d'Alzheimer. Vous voyez qu'on va vraiment chercher dans des catégories de personnes très diverses. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans mon métier de formatrice, dans mon métier d'enseignante. C'est de pouvoir toucher aussi des profils divers, des personnes très différentes, à tout âge. J'aime enseigner, j'aime profondément enseigner. Et alors, vous avez parlé de dynamique de groupe. Est-ce que vous pouvez dire un peu ce que c'est et ce que ça a donné concrètement chez les élèves ou les étudiants avec lesquels vous avez auxquels vous avez enseigné? En fait, cette formation de dynamique de groupe, je l'ai accomplie au fil des années en me formant aux thérapies intégratives, qu'il s'agisse donc de la dynamique de groupe, mais également par exemple de la gestalt, de toutes ces formes. Enfin, la gestalt est héritée de la psychanalyse. Montero est psychanalytique, pourrait-on dire. J'ai fait 2 psychanalyses, en effet. Donc, c'est un parcours assez classique dans le monde de la psychanalyse, sauf qu'après, j'ai été vraiment chercher du côté de ces thérapies dites intégratives que je considère étant plus proches de la personne et plus proche de ce qui est important pour moi, à savoir l'écoute de l'autre. Et cette dynamique de groupe, elle nous permet de voir quels sont les phénomènes à l'œuvre au sein d'un groupe. Un groupe, je le dis souvent à mes étudiants, ce n'est pas une personne plus une personne plus une personne. Un groupe, c'est une personne. Et en matière de jeu, et j'aime bien les faire travailler là-dessus, je leur dis, le groupe est un monstre. Ça ne veut pas dire que vous soyez des monstres. Individuellement, vous êtes des personnes tout à fait agréables, mais la puissance du groupe est telle qu'un groupe peut être un monstre, en effet.
En Alors tout c'est cas, très intéressant et on va faire une petite pause et on va reprendre parce que, alors justement, c'est comme on dit, remarque. c'est aussi ce que je pense, vous voyez? Oui. C'est parti. Donc, ça ne veut pas dire effectivement que le groupe soit constitué de monstres, hein, c'est ce qu'on disait, mais en tout cas que ça devient un personnage autre, ça devient quelque chose d'autre. Et pour ma part, comme j'aime beaucoup travailler dans une discipline qui n'est pas du tout pratiquée en France, qui est une discipline plutôt anglo-saxonne, et je le déplore, qui est donc ce qu'on appelle l'anthropologie de l'imaginaire. En anthropologie de l'imaginaire, si on regarde le monstre et si on le met devant nous comme objet à étudier, c'est extrêmement fascinant, puisqu'un monstre, c'est quelque chose qui nous montre quelque chose et puis euh, qui est à la fois différent et semblable. Et quand on réfléchit le groupe comme ça, on s'aperçoit qu'effectivement, tous les phénomènes qui pouvaient nous paraître étranges, et je sais que vous, en tant que spécialiste de cette gestion des groupes, vous ne me contredirez pas là-dessus, tous les phénomènes qui peuvent nous paraître étranges au sein d'un groupe trouvent leur justification. En tout cas, il y a un point de départ et puis il y a un point d'arrivée. Et je dirais que la dynamique de groupe, donc ça date pas d'hier, la dynamique de groupe, hein, c'est Kurt Lewin, on est dans les années 40, donc c'est pas d'aujourd'hui. C'est pouvoir reconnaître tous les phénomènes qui sont à l'œuvre à l'intérieur d'un groupe, un groupe plus ou moins restreint. Donc, voilà, ça, pour moi, un groupe commence déjà, pourrait déjà commencer quand on est deux, et trois, et ainsi de suite. Et parfois, nous avons, bien évidemment, si on pense à l'école, des groupes beaucoup plus importants. Alors c'est intéressant parce que justement, moi je travaille sur les groupes. En classe, j'ai des groupes. Et alors les parents, souvent, ils ne comprennent pas ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que leurs enfants sont des individualités et qu'en fait, en classe, on a un ensemble, une addition de 25 individus. Et donc le monstre dont vous parliez, en fait, ils ne le voient pas, ils ne le comprennent pas. Et alors c'est très intéressant, effectivement, face à un groupe, on n'est pas face à 25 individus additionnés, on est face à autre chose. C'est un peu de la physique. On est face à une matière qui n'a rien à voir avec des individus. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire face à un monstre? Voilà. Alors déjà, moi je pense que d'une manière générale, face à un monstre et face à... Vous êtes prof d'histoire géo, Omar, C'est ça. donc vous avez un regard aussi qui est ce regard, je dirais, de recul hein, sur l'histoire et sur le monde d'aujourd'hui également. Vous savez très bien que un groupe social peut très vite se transformer en monstre. Hein. Donc, je dirais que la première chose à faire, pour moi en tout cas, c'est d'obliger quelque part le monstre à réfléchir sur lui. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais notamment beaucoup parler les étudiants, mais également écrire. Et c'est là que je viens coller mon expérience de journaliste, mais surtout d'écrivain et de poète, hein, puisque je publie pas mal de poésie, et je les encourage, et on le fait tous ensemble, à écrire qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils sont dans le groupe. Alors, je travaille beaucoup en utilisant, par exemple, les acrostiches. Vous savez, la première lettre d'un mot, et ensuite, on va écrire soit un poème, soit une liste. Ensuite, nous lisons ces textes, puis nous réfléchissons sur ce que nous avons entendu, la sonorité des mots, mais également l'association des mots. Et je progresse toujours comme ça, c'est-à-dire en commençant par les faire réfléchir individuellement, puis collectivement sur ce qu'ils entendent par le mot groupe, par exemple. Ou qu'est-ce qui leur vient tout de suite à l'esprit quand on évoque le groupe. Puis ensuite, on travaille sur ce matériau-là, qui est un matériau, comment dire, de mots, pour écrire et élaborer des textes communs. Et c'est comme ça que je procède presque toujours. Je dis bien presque toujours parce qu'il peut arriver, si j'arrive vraiment dans un groupe où il y a beaucoup de conflits, je vais peut-être commencer d'abord par évacuer pas mal de choses par le corps ou par la parole. Il faut que je sente, il faut que je sente l'affaire. Euh, et quand je viens, par exemple, en séminaire d'entrée, comme je vais le faire là en septembre à Montpellier, j'attaque direct avec 6 heures de dynamique de groupe. 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Et à la fin de la journée, ils ont commencé à se connaître. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que parfois, j'interviens en fin d'année, voilà,
avec certaines classes, par exemple s'il y a un souci, et je les entends dire, ah mais c'est dingue ça, je ne savais pas qu'on avait autant de points communs, ou je ne savais pas qu'on avait tant de choses à se dire. Et ma plus grande satisfaction, et ça m'est arrivé souvent, c'est de voir à la fin d'une dynamique de groupe, parfois, souvent ça dure 2 jours, de voir les étudiants qui ne se connaissaient pas, qui parfois ne se parlaient pas, aller prendre un verre ensemble, aller sortir, organiser quelque chose, une soirée. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Ils sont là, ils sont figés sur des postures. Et vous savez très bien que même nous, les adultes, et j'allais dire peut-être même surtout nous, en tout cas pas moins qu'eux, nous sommes souvent figés comme ça dans ces positions, sans oser dire à l'autre. Eh bien voilà, quand tu dis ça, ça me fait ça. Alors aussi, j'interviens donc dans ce qu'on appelle la communication assertive, à savoir comment vais-je pouvoir porter ma parole sans dévaloriser celle de l'autre. En gros, dire je pense ça sans dire à l'autre tu n'es qu'un idiot ou qu'une idiote et ce que tu dis n'a pas de sens. Non, j'entends parfaitement ce que tu me dis. Maintenant, ça ne va pas m'empêcher de dire ce que je pense moi. Donc, ce travail sur la communication assertive, je l'inclus aussi dans mes interventions de dynamique de groupe. Et il est arrivé euh, souvent, la plupart du temps d'ailleurs, que après mes interventions dans un groupe, la parole s'est libérée et les conflits n'ont peut-être pas disparu. Je suis pas, enfin, je fais pas de miracle. Je fais pas en sorte que des gens qui pouvaient pas se voir, mettons, ou n'avaient pas du tout d'affinité, d'un seul coup se découvrent les meilleurs amis du monde, encore qu'on le sait très bien en dynamique de groupe et on le voit notamment dans les thérapies de groupe. La personne contre laquelle on a le plus de résistance est souvent celle qui nous ressemble le plus. Mais au moins, je dirais qu'à la fin de la dynamique de groupe, 2 jours de dynamique de groupe, ils ont appris à se parler sans violence. Et Je- alors, est-ce que vous pensez que c'est une chose qu'il faudrait faire avec les groupes classes? C'est-à-dire qu'avant mais même bien sûr, d'enseigner, est-ce qu'il faudrait pas... Parce que beaucoup d'enseignants ne voient pas ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir enseigner. non, Simplement par le fait qu'ils sont là, qu'ils ont un diplôme et voilà. ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et tout comme vous, dans ma pratique, je me heurte au manque de formation des formateurs, je dirais. Alors, je connais moins ce moins, un peu quand même, hein, ce qui se passe auprès des classes que vous avez donc sous votre responsabilité, mais je peux imaginer qu'on se heurte au même problème. Des personnes, des formateurs dans mon domaine, par exemple, surdiplômés, des gens qui ont fait des grandes écoles. Alors là, je dirais presque que c'est encore pire, parce que ils n'ont même pas fait de sciences de l'éducation. Moi, je viens des sciences de l'éducation à l'origine, hein. Ma formation de base, elle est là. Donc, mais ils considèrent que c'est pas grave. Ils connaissent très très bien tel domaine. Mettons, ce sont des spécialistes de la fiscalité. Ce sont de très bons, comment dire, spécialistes du droit international. Ils excellent dans leur domaine et ils C'est pensent ça. qu'ils vont pouvoir en transmettre Voilà, la chose. expert comptable, vous voyez des avocats, etc. Et d'un seul coup, ben, c'est très facile. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, enseigner, c'est autre chose. La Alors déjà, transmission, c'est autre chose. La pédagogie, c'est encore autre chose. totalement, mais totalement. Et en plus, se greffe là-dessus ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir la gestion de classe, les conflits interclasses. Comment on fait? Ça se forme. Moi, je pense comme vous qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas faire l'économie de ce problème en disant, c'est pas grave, j'ai mon diplôme, je peux enseigner le français, je peux enseigner l'histoire géo, et je ne sais pas gérer ma classe. Non, mais ça ne fait pas partie de mon métier. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, parce un enseignement qui passe mal, qui passe dans un groupe dysfonctionnant, il ne passe pas. Il ne Mais alors passe. ça, cette question-là, alors ce qui est drôle, ou pas d'ailleurs, c'est que souvent les enseignants ne le savent pas. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils vont enseigner, enfin ils savent qu'ils vont avoir en face d'un groupe, mais ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc en fait, ils imaginent que, bah non, que les élèves vont écouter simplement parce qu'ils sont là et qu'ils sont censés travailler. Et toutes ces dynamiques de groupe, ces conflits, ces problèmes, ils ne les voient pas.
En même temps, vous êtes d'accord avec moi, je pense, pour dire que, alors ils ne les voient pas, mais ils sont bien obligés de s'y trouver confrontés à un moment donné, quand on a une classe qui chahute énormément, Ah oui, non, ils une finissent par les voir ensuite, hein. Ils finissent par les Là, voir. ils sont bien obligés parce qu'ils le prennent en pleine face, si j'ose dire. Pardonnez-moi un peu cette trivialité, mais c'est vrai que là, quand vous êtes face à un problème de groupe comme ça, vous n'allez pas dire, bah non, il n'y a pas de problème de groupe. Donc, je pense profondément que la gestion de classe, telle que vous l'appelez, et moi, dynamique de groupe, mais encore une fois, je le répète, c'est la même chose, mais bien sûr, ça doit faire partie de la formation et des enseignants en toute classe, et puis également, bien évidemment, des formateurs du secondaire. On ne peut pas faire l'économie là-dessus. Et d'ailleurs, je tiens à dire que aux écoles supérieures du Pays de la Loire, à Angers, où j'enseignais, il y avait une conscience de ce souci, une prise en compte, puisqu'il y avait un gros volet sur la formation des formateurs. Et aujourd'hui, je sais que, à l'EFAP notamment, on en a tout à fait conscience. Et il y a un gros volet là-dessus. Un gros volet là-dessus. Apprendre à enseigner, mais apprendre à transmettre. Eh bien non, c'est pas parce qu'on est un très très bon spécialiste de son domaine, c'est pas parce qu'on est un très bon prof d'histoire géo passionné qu'on va savoir tenir une classe. Je pense que vous-même, vous devez bien le voir. Oui, oui, non, c'est une vraie question, hein. C'est un vrai problème que je vois au quotidien avec les enseignants, avec les collègues qui rament, qui ont de grandes difficultés, et puis qui parfois finissent par détester ce qu'ils font, enfin, par se dire qu'ils n'y arrivent pas et qu'il n'y a pas de solution. Voilà, parce que je pense qu'ils n'ont pas pris au sérieux la question du groupe. C'est-à-dire que là, ils ont pensé qu'il suffisait d'être un adulte, d'être là pour que le reste fonctionne. En fait, ils voient la chose comme un manque de volonté des élèves. Ils se disent que les élèves ne veulent pas. Alors que juste avant, vous parlez de monstres. Et en fait, les élèves sont des monstres, non, mais sont dans un, comment je pourrais dire ça? Euh, Eh bien, le groupe les transforme. Exactement, c'est ça. Voilà. Le groupe les transforme, mais les élèves ne se voient pas forcément transformés par le groupe. Donc en fait, c'est un jeu où les élèves ne savent pas ce qui se passe, les enseignants ne comprennent pas ce qui se passe, et à la fin, voilà, on n'enseigne plus, et c'est une grosse problématique. Oui, c'est l'incompréhension la plus totale. Mais pour reprendre ça et pour vous donner un exemple à la fois contradictoire, mais qui met en même temps de l'eau à votre moulin, les comportements les plus infantiles que j'ai vus, c'était parfois avec des publics d'adultes. Le fait d'être en classe, le fait d'être en formation, j'ai vu des comportements, je vous assure, où, par exemple, c'était drôle quand j'enseignais à des adultes, de voir que, par exemple, lorsque nous faisions des propositions écrites, certains, vous savez, se mettaient comme ça, Hmm. pour pas que l'autre voit ce qu'ils écrivent, je vous assure. Et j'avais, c'était drôle, deux personnes, mais des personnes raisonnables, de plus de 40 ans. On parle de gens qui ont la quarantaine, qui se jalousaient euh, respectivement, demandaient pourquoi lui, il a eu telle note, pourquoi j'ai eu ça. Enfin, c'est fou. La classe, le groupe classe, l'acte d'être enseigné reproduit finalement des schémas infantiles. On le sait, ils sont identifiés. Ça me fait penser à Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Et bien sûr, Hmm. mais bien sûr, on est là-dedans. Vous le voyez bien dans un groupe ou dans une foule, en effet, on retrouve des systèmes archaïques, euh, ce qui explique d'ailleurs un certain nombre d'abus et d'excès. Dans un groupe, on va chercher le leader, on va chercher la personne qui parle fort, on va aussi eh bien, chercher le plus faible. C'est tout ça qui se passe dans un groupe. Tout ça qui se passe dans un groupe. C'est pas, en effet, vous le disiez tout à l'heure, c'est une erreur de penser que c'est une personne, plus une personne, plus une personne. Non, c'est une, une énorme figure multiple avec plusieurs visages composés par tous les visages de la classe. C'est pas des intelligences qui s'additionnent, c'est autre chose. Et totalement, Hmm. absolument. Exactement, tout à l'heure, vous citiez, comme en mathématiques d'ailleurs, on retrouve cette idée-là. Oui, non, ce ne sont pas des intelligences qui s'additionnent. Et d'ailleurs, souvent, malheureusement, d'ailleurs, ce qui s'additionne dans un groupe, pour moi, c'est plutôt de l'ordre de la violence ou
Oui, un peu comme dans les manifestations de joie après vous voyez, récemment, il y a eu le PSG qui a gagné la Ligue des Champions. Et en fait, on voit que dans la foule, des jeunes qui peuvent être tout à fait sympathiques quand ils sont seuls, dans la foule, ils se transforment. Ah, mais totalement, on est beaucoup, on le voit bien, hein. On est plus fort, entre guillemets, quand on est plusieurs. Ce que l'on n'oserait pas faire quand on est tout seul, on peut le faire quand on est en groupe. Alors de la même façon, on peut chahuter un professeur si on est trois quatre à ricaner, dans le fond de la classe ou devant d'ailleurs. Mais si je suis toute seule dans la classe avec le prof, ou qu'on est très peu nombreux, bah, je ne dirai rien. Je ne Mm. ferai rien. Parce que je passe pour le fauteur de troubles. Et dans ces cas-là, effectivement, je m'expose à des sanctions. Oui. Dans le groupe, Oui. on est différent. Non, mais d'ailleurs, moi j'ai donné des cours particuliers, j'ai jamais eu de problème en cours particulier. C'est-à-dire que l'élève, il est tout seul. Bah, il travaille, il est calme, il est normal, entre guillemets. Par contre, dans un groupe, c'est autre chose. Très bien, alors on a parlé un peu des dynamiques de groupe. J'aimerais qu'on parle un petit peu du bac et du brevet. Oui. Il me semble que vous avez des enfants qui passent le bac et le brevet. Voilà, et Alors, j'aimerais j'en peut-être ai avoir deux qui votre ont... avis là-dessus. Votre point Suzanne, de vue. Suzanne vient de passer son brevet. J'ai trouvé qu'elle était, je dirais, consciente de ce moment. Mais ça fait partie aussi de sa psychologie, tout simplement. Ça dépend des personnes. Je pense qu'il y a des personnes pour lesquelles l'enjeu des examens, je le vois hein, quand je fais passer le grand oral. J'ai une étudiante qui s'est évanouie. Il a fallu qu'on présente un oral de rattrapage pour elle parce qu'elle a été emmenée par les pompiers. Donc c'est le Tellement, grand oral dans le supérieur, hein, à ne pas tout à confondre fait, avec le grand oral au bac, c'est ça? tout à fait. Mais même, je sais qu'il y a des... Par exemple, j'étais très étonnée du fait que Suzanne, ma dernière, euh, soit allée au brevet, je dirais, assez détendue. Elle est assez calme de nature. Elle est très dynamique, mais très calme. Et ce dont je me suis rendu compte, en fait, c'est que oui, elle était calme, mais elle était super bien préparée depuis longtemps. Donc, elle est allée au brevet en étant sûre d'elle, oui et non. Voilà, elle était normalement sûre d'elle. Mais je sais qu'elle avait des copines qui étaient totalement paniquées par l'oral, totalement paniquées par l'écrit. Et c'est vrai au brevet comme au bac. Il y a des étudiants, il y a des jeunes qui sont totalement malades à l'idée de devoir passer un examen. Ouais, C'est je me souviens très bien d'une élève qui a, au moment de l'agrégation, qui avait fait une crise d'épilepsie. Voilà, qui avait fait une crise d'épilepsie. Donc on l'a sortie. L'examen continuait, hein. Ils ont ramené le SAMU, qui l'a littéralement ramassé. Et puis l'examen a continué comme ça. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Là, il faut interroger tout l'imaginaire de la personne autour de l'examen, tout l'imaginaire des parents, probablement, autour de l'examen, et l'enjeu que représente pour cette personne le fait, par exemple, de ne pas avoir la grègue. Vous voyez, Mm. qu'est-ce que ça veut dire pour cette personne? Là aussi, c'est fascinant. On n'a pas tous le même rapport aux examens, le même rapport au bac ou au brevet. Euh, Moi, j'ai l'impression que euh, je me souviens plus trop pour ma fille aînée si ma fille aînée c'était un enjeu important. Elle avait peur. Elle avait peur. Ma cadette, elle était relativement cool, mais elle n'avait pas d'enjeu autour de l'examen bac. C'est pour elle, c'est la vie, c'est autre chose. Tandis que Suzanne, elle a un objectif d'étude. Elle sait ce qu'elle veut faire depuis très longtemps, donc elle se donne les moyens sans histoire, je dirais. Maintenant, quant à savoir, par exemple, je crois que c'est récent l'histoire de l'oral hein, pour le brevet, me Le grand semble-t-il. oral, oui, ça date de 2020, il me semble, quelque chose comme ça. Moi, je trouve ça très bien. Mm. Je trouve ça très bien. Je prêche un peu pour ma paroisse, l'art oratoire en l'occurrence, mais il me semble que c'est très intéressant déjà d'installer un paysage où on va prendre la parole. Bah, c'est très anglo-saxon, hein, la prise de parole. C'est Oui, pas en France, on ne tout à fait pas fait. ça. Tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est les choses bonnes qu'on peut prendre aux anglo-saxons, de même que la dynamique de groupe, d'ailleurs, entre Mm. parenthèses.
Il faut pas avoir peur, je pense, de donner la parole à ces jeunes. Et, et le fait de les habituer à le faire, pour moi, c'est une très bonne chose. Donc, si je devais parler du brevet, voilà ce que je pourrais en dire. Vous-même, vous avez peut-être des classes que vous préparez au brevet. Oui, alors pas cette année, mais au brevet et au bac, oui, des classes presque chaque année en classe de troisième et de terminale. Et vous les trouvez comment? Détendus ou Stressé. stressés? Surtout les terminales. Oui, surtout en général, les troisièmes, ça dépend des profils. Il y en a qui sont confiants et puis d'autres qui sont un peu plus stressés. Mais c'est plutôt en terminale que le stress monte parce que voilà, il y a le grand oral qui est nouveau, qui est relativement nouveau. Il y a l'enjeu d'avoir le. Alors le bac, même si le niveau du bac a quand même baissé par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça reste quand même important pour les élèves. C'est-à-dire que pour eux, avoir le bac, c'est un passage obligatoire dans la vie d'un élève. Il faut qu'ils aient leur bac. Bien sûr. Donc voilà. Alors, j'aimerais un peu enchaîner sur l'art oratoire. Vous préparez donc les étudiants et les élèves à la prise de parole. Et alors, j'aimerais savoir un peu comment ça se passe et quels résultats vous avez eu par rapport à ça. Alors, eh bien, vous savez moi j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose, si un jour on a l'occasion de le faire, c'est que vous veniez carrément dans un de mes cours d'art oratoire. Vous avez peut-être compris que j'aime bien les méthodes atypiques, j'aime bien les méthodes qui sont nées de ma propre expérience, et j'ai toujours été très à l'aise avec la prise de parole depuis tout enfant. Je me suis rendu compte, en effet, que c'était un atout, et j'en ai fait l'une de mes spécialités. Aujourd'hui, c'est la première fois que ça va être tenté avec les FAP, donc je remercie beaucoup les FAP. Les FAP Paris m'a confié la totalité de l'art oratoire sur toute l'école, ce qui veut dire que je vais avoir beaucoup de classes et qui vont tous pouvoir faire plus ou moins la même chose avec moi, parce que ça dépend. Je ne fais jamais la même chose suivant le niveau. Attention, pas niveau au sens de niveau de qualité, mais le niveau d'appétence de mes classes. J'ai des classes qui veulent aller très très vite, ils ont envie tout de suite de prendre la parole, ça part comme ça jaillit. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Et ce qui compte vraiment pour moi, c'est de ne laisser aucun étudiant, aucune étudiante sur le bord de la route. La personne timide dans son coin, à la fin de l'année avec moi, je souhaite que ce soit quelqu'un qui s'exprime au moins en ayant le sourire. Et en fin d'année, je reçois énormément de messages de mes étudiantes et de mes étudiants qui me disent que ils ont moins peur de parler et qu'aussi ça leur a permis de se découvrir eux-mêmes. Parce que je vous le disais tout à l'heure, je travaille beaucoup sur l'écriture, y compris en art oratoire. Donc, le début de ces interventions, je travaille en rhétorique sur les figures de style. Ça les amuse beaucoup. Alors, certains lèvent les yeux au ciel, oh là là, la rhétorique, comme en terminale. Non, 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 je dis, attendez, on va faire autrement. On va faire de la rhétorique, mais de la rhétorique appliquée. Et je vais vous montrer que de toute façon, vous en faites. Vous en faites de la rhétorique. Quand même s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, c'est ça, c'est comme Monsieur Jourdain. Donc, vous faites de la rhétorique sans vous en rendre compte, et nous allons, ensemble, on identifie, donc, je choisis des grandes figures de style, très simple à manier, comme l'hyperbole, comme la litote, etc., etc. Bon, je ne vais pas chercher dans les figures de style très compliquées. D'ailleurs, quand on fait de la rhétorique, on s'aperçoit que souvent ces figures de style, ça tient à pas grand-chose quand ça change de nom. Euh, Parfois, c'est très complexe. Alors, j'en rajoute une ou deux un peu plus complexes pour les amuser et pour les obliger à les utiliser. Donc, on apprend ces figures de style, ensuite on va les réutiliser dans un texte. C'est l'occasion de beaucoup rire parce qu'ils se prennent au jeu et ils me font souvent des textes, mais d'une drôlerie inouïe. Alors justement, on Alors, va faire une petite pause et on va enchaîner sur les ouais, textes et ouais, tout à fait. c'est parti. L'art oratoire, c'est un vocable qui est un petit peu pompeux, mais que j'aime bien. J'aime bien ce terme d'art oratoire. Parfois, en début d'intervention, en début d'année, je leur dis alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le terme art oratoire? Qu'est-ce que ça veut dire
art oratoire. C'est pas seulement la prise de parole en public, c'est l'art oratoire. Ça veut dire que parler en public ou s'adresser à un auditoire, c'est un art. C'est un art qui inclut le corps, qui inclut les postures, bien évidemment, mais aussi le sourire, le regard, l'engagement, l'engagement de tout son être. Et, et si ça fonctionne, en fait, si mes interventions, je pense, fonctionnent, c'est parce que j'y mets moi-même absolument tout mon être. Je suis épuisée en général après une semaine d'intervention. Je suis une loque, mais je me repose le week-end et je repars. Je leur explique qu'en fait, quand on prend la parole en public, quand on veut vraiment avoir une prise de parole non seulement pertinente, mais puissante, il faut pas y aller uniquement avec son cerveau. C'est pas intellectuel la prise de parole. Bien évidemment, si on maîtrise un vocabulaire riche, c'est mieux. C'est un Les peu le apprenants. théâtre? C'est C'est un du peu du théâtre. théâtre, Ouais. mais bien sûr, c'est tout ça. Et c'est aussi l'écoute. Si je sais écouter, si j'ai cette intuition du groupe, notamment, et les deux se rejoignent, je suis un bon orateur, je suis une bonne oratrice, parce que je prends la température de ce qui se joue. C'est pourquoi en général nous commençons par des interventions individuelles, puis ensuite des travaux de groupe où je leur demande d'écrire un texte à plusieurs, mais aussi de le dire à plusieurs. Donc je ne veux pas qu'il y ait une personne qui dise le texte et que les autres ne fassent rien. Il faut que chacun puisse prendre la parole et l'idée pour moi, c'est aussi de leur apprendre à découper leur discours de façon à ce que ce soit agréable à entendre ou original. C'est, mettons, prenons un texte sur un sujet, sur l'été, les vacances, je ne sais rien, peu importe le sujet. C'est pas, j'écris mon texte, il fait une page, je le sais, nous sommes trois, j'en fais trois parties, chacun lit sa partie. Je veux qu'ils me surprennent. Et quand ils ont cette directive, cette notion-là, ils, ils s'épanouissent totalement dans la contrainte que je leur donne, en fait. C'est comme dans les ateliers d'écriture. Ils me font des propositions incroyables, des dialogues, des paroles qui se répondent. Certains parlent en chœur sans que je donne de directive de base. C'est-à-dire qu'ils ont intuitivement une espèce de connaissance de l'art théâtral, de l'art de la prise de parole, quand ils se lâchent et quand on leur fait confiance. J'ai eu des interventions cette année, j'étais sidérée. Je voulais que les autres les entendent ou les voient. Parce que ce sont ces mêmes étudiants que j'ai en art oratoire, dont j'entends dire par d'autres formateurs, pas par l'équipe pédagogique, attention, hein, qui sont vraiment exceptionnels, euh, ils sont nuls, ils savent pas s'exprimer, ils ne veulent pas écrire, ils sont tout le temps sur leur ordinateur, ils sont tout le temps sur leur téléphone. Ben non, en fait non. Dans mes cours d'art oratoire, ils ont obligation d'avoir un cahier personnel, un stylo, pas de téléphone, pas d'ordinateur. On écrit. On écrit. On dessine. Si ça te fait plaisir de dessiner pendant mon cours, ça m'est égal. Si en même temps tu écris. Tu fais ce que tu veux avec ce cahier. Ce cahier est à toi, c'est ton espace, débrouille-toi avec, c'est un espace créatif. Je veux rendre à la parole son côté ludique, agréable, joyeux, plein d'entrain. Et je vois mais vraiment, du premier au dernier cours, notamment chez les filles, des étudiantes qui ne disaient pas un mot et que je découvre dans un épanouissement tel que toute la classe se met à applaudir, à tout rompre, euh, parce que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui ne parlait pas, puis qui se révèle réellement une bête de scène. Et dans ces moments-là, alors j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune, ça surprend en général pas du tout mes étudiants, parce que j'ai cette espèce de plaisir, effectivement, à organiser une scène, mais ils ont leur place sur cette scène-là. Et quand je vois ces gamins qui ont l'âge de mes filles s'éclater complètement à prendre la parole, ben, je suis extrêmement satisfaite. En effet, si on parle en termes de résultats,
Oui, là, j'ai un résultat. Alors, autre chose quand même qu'il faut bien préciser, quand j'ai des étudiantes ou des étudiants qui sont très mal à l'aise en prise de parole, au début, par exemple, je leur dis, OK, c'est pas pour le moment, c'est pas grave. Quand tu seras prête ou quand tu seras prêt, on y va. Mais jamais je n'oblige les étudiants dans des exercices rigides qui pourraient les mettre en danger à parler en public. Vous savez, il y a des personnes et moi je suis une ancienne grande timide, il y a des personnes qui peuvent s'évanouir de peur en prenant la parole. La preuve, cette étudiante dont vous parliez au moment de la grègue. Il y a des personnes qui peuvent perdre complètement leurs moyens. Ah bah, dans ces cas-là, je dis OK. Mm. Pour l'instant, regarde ce qui se fait chez les autres, commente, observe. Tout est basé aussi sur l'observation. Quand quelqu'un passe, quand un groupe passe, les autres sont chargés d'écouter, d'étudier. Et en général, j'en profite pour mettre une petite couche de dynamique de groupe, pour leur demander de repérer ce qui se joue, par exemple, quand il y a trois personnes. Comment la parole se répartit. Je mets toujours un petit peu de dynamique de groupe dans l'art oratoire et un peu d'art oratoire dans la dynamique de groupe. Et alors, la prise de parole, donc on l'a dit, c'est très anglo-saxon, américain. C'est pas très français, mais alors pourquoi, enfin, pourquoi en France on n'aime pas, j'ai l'impression qu'en France on considère que si on prend la parole, quelque part on se croit supérieur aux autres ou peut-être on n'a pas grand-chose à dire, que finalement tout a été dit et nous à titre personnel on n'a rien du tout et qu'on n'a rien à dire. C'est très juste ce que vous dites. C'est très intéressant. Euh, je crois que ce que vous avancez en premier argument, à savoir que tu prends la parole, donc tu... Je vais employer une expression très triviale et vous me le pardonnerez, mais c'est une expression qu'ils aiment bien dire. Tu te la pètes. Hmm. Tu prends la parole, tu te la pètes. Ah oui, tu as vu comme tu te la pètes. Mais moi, j'aime bien quand ils se la pètent. C'est ce que je leur dis parfois. Mais vas-y, c'est pas grave. Tout le monde va le faire. Tout le monde va le faire. Alors, ça me fait penser à ça, je vous le dis parce que je l'ai oublié. J'ai une ancienne professeure d'université qui nous a raconté un Oui. peu une anecdote elle avait étudié, elle avait fait une année à Columbia, je crois, à l'université de New York. Et elle nous parlait des étudiantes américaines. Elle nous disait, oh là là, les étudiantes américaines. Et alors, c'est très intéressant, c'est intéressant ce qu'elle a dit. Elle dit, ah, je me souviens d'une étudiante qui prenait la parole et qui disait, euh, oh, je suis super heureux de ce qui m'arrive, et c'est vrai. Et vous voyez, c'est-à-dire elle faisait une introduction comme ça qui durait pendant plusieurs minutes, avant même de dire ce qu'elle avait à dire. Donc en fait, elle disait, voilà, c'est super, it's great, I'm very, etc. Et alors, elle se moquait en fait de cette étudiante-là, et je pense que ça vient du fait que elle, cette prof-là, a été formée en France, dans le système français où on ne valorise pas le fait de dire que ce qui nous arrive, c'est super important, Oui, etc. mais ça, vous savez, ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. La dynamique de groupe, c'est anglo-saxon. Et en France, quand vous parlez de dynamique de groupe, et vous, quand vous parlez de dynamique de groupe à vos profs, ils vous regardent avec des yeux ronds en disant mais non, mais pas du tout. Je crois que dans notre héritage très cartésien, on n'a pas forcément la place pour ce qui est aussi de l'ordre de l'émotionnel. Parce que la prise de parole, bah, c'est de l'émotion. Je rougis, je bafouille, ou le contraire d'ailleurs, ou je montre un enthousiasme excessif, je suis dans l'hyperbole. Et Et tant mieux. d'ailleurs, en dissertation, on doit parler à la première personne du pluriel. On doit pas mettre je. Je suis d'accord, tout à fait. C'est très juste ce que vous dites. C'est très très juste. On est vraiment dans cet effacement du je. Et c'est intéressant et malheureusement, je pense qu'on en voit les limites. L'art oratoire, c'est à la fois je m'exprime, mais c'est aussi j'écoute l'autre. J'écoute l'autre. C'est pas parce que telle personne aime parler qu'elle n'aime pas écouter. Vous savez, on croit toujours que celui qui se tait a des choses intéressantes à dire. Or, je me suis rendu compte au fil de mon expérience qu'il y a des gens qui parlent pas, mais ils ont absolument rien à dire non plus, quoi. Je veux dire, on peut avoir, ah oui, il est mystérieux, etc. Non, mais il a peut-être rien à Il n'a dire rien à du dire. tout. Mais on associe l'image de celui qui parle au vendeur de tapis, vous voyez? C'est-à-dire celui qui veut, celui qui a quelque chose à vendre. Donc il y a celui qui a rien à dire, celui qui a quelque chose à vendre.
C'est ça, je suis d'accord, complètement d'accord avec vous. Et moi qui suis une grande amoureuse de l'Italie, grande amoureuse du monde méditerranéen en général, euh, j'aime cette civilisation de la parole. Je suis désolée, mais on est ça aussi. En France, j'ai l'impression qu'on oublie parfois ce côté latin qu'on a. Hmm. C'est-à-dire que, voilà, mais mince alors. Et on va le retrouver dans les régions, dans les terroirs, par exemple. Moi, j'habite donc plus du tout à Paris. J'habite maintenant donc en Loire-Atlantique, en Bretagne Sud. Et c'est vrai que je vois, par exemple, chez nous, il y a encore des gens qui parlent breton. Alors moi, je parle pas du tout breton, j'ai aucune attache en Bretagne. Mais bah, ces gens-là, ils sont dépositaires d'une parole. Ils sont dépositaires d'un sens et d'une histoire. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit, en tant qu'être humain, de raconter une histoire? Ce que vous disiez tout à l'heure, ce que vous relatiez par rapport à cette étudiante américaine de Columbia, elle mettait en scène son discours. Mais moi, je trouve ça génial. Mais Mais C'est j'adore c'est- qu'on me c'est raconte. ce qui gênait cette prof d'université qui voyait pas l'intérêt de mettre en scène le discours. Enfin, elle avait l'air de penser qu'il fallait aller à l'essentiel, quoi. Mais non, parce que, enfin, bien sûr qu'il faut. C'est pas parce qu'on met en scène son discours que derrière, on doit tenir des propos complètement creux. Là, évidemment, là, je dirais que les hommes politiques s'y entendent très bien pour faire ce genre de choses. Et pourquoi pas? Je veux dire, il y a des gens qui sont payés pour écrire des discours. En ayant moi-même écrit d'ailleurs, je peux vous dire que parfois, c'est pas le sens qui prévaut, c'est la façon dont on le dit. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de mettre en scène et derrière de dire des choses fascinantes et intéressantes? La parole, à mon avis, hein, la parole intéressante, la parole pertinente, la parole fracassante, la parole qui va nous... Là, vous voyez, je viens de faire une assonance, diraient mes étudiants. Euh, cette parole-là, si elle sert un discours intellectuel nourri, intéressant, profond, pourquoi est-ce que j'irais m'en priver? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'assène des idées fortes d'une façon complètement sèche? Est-ce que vous croyez que mes étudiants m'entendraient de la même façon si je leur débitais un cours euh, appris par cœur ou en lisant mes notes. Et vous qui êtes prof d'histoire géo, Alors justement, non, non, justement, on peut pas faire court comme ça. faites C'est-à-dire qu'on vivre peut votre pas, cours. on ne peut pas venir parler avec une voix monocorde et se dire que les élèves vont... Non, alors les élèves, effectivement, ils passent par les émotions. Ils apprennent par les émotions. D'ailleurs, Mais généralement, ils apprennent quand ils aiment quand ils apprécient leur professeur. bien sûr, Et donc, mais il y a bien une sûr, manière de faire et du théâtre. Enfin, je pense que le métier d'enseignant, c'est du théâtre, en fait. je suis d'accord. Il faut mettre en scène son cours, tout le temps. Et totalement. On peut pas enseigner la préhistoire sans mise en scène, un minimum. Et l'histoire, c'est une matière qui est tellement extraordinaire. Par exemple, l'histoire, c'est la matière préférée de Suzanne. Elle adore l'histoire. Bon, son père adore l'histoire aussi, et il écrit donc des livres sur l'histoire de la région. Il a une façon de faire vivre l'histoire qui est très intéressante. Moi, j'étais assez nulle en histoire, je dirais, à l'école à un moment donné, parce que j'ai eu une prof qui avait décrété que nous étions des gens pas intéressants, et pourtant j'étais dans un bon établissement, mais qui nous faisait cours de dos en lisant son texte sur son livre d'histoire. Quelque temps avant, j'avais eu un prof d'histoire qui était magique. Il arrivait, on avait tous la bouche ouverte comme ça parce que le gars nous racontait des histoires. Mais c'est une matière extraordinaire, l'histoire. Enfin, on a matière à vraiment être. On a matière. Alors, je discutais de ça avec avec une personne. Je disais, ouais, en histoire géo, on peut mettre en scène le cours. En mathématiques, je ne sais pas comment on fait pour mettre en scène le cours. Et vous avez vu que maintenant, parce que ma fille est pas, elle est faible en mathématiques, donc elle essaie de travailler et elle regarde maintenant des influenceurs, enfin des personnes sur YouTube qui sont des profs de maths extraordinaires. Ils arrivent, les gars, moi qui suis vraiment Ils arrivent à nulle. capter l'attention, Mais oui, mais je pense que c'est une question de personne, une question d'enseignant. Si, d'avoir envie, justement, c'est tout ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'art de mettre en scène, l'art de mettre en mouvement, de raconter une histoire. Après tout, pourquoi pas peut-être avec des mathématiques, il y a des gens qui adorent ça. Donc il y a une bonne raison, hein. Et alors, moi, l'art oratoire, alors moi, j'essaie de faire des passerelles avec le commerce. Et alors, ça me fait penser un peu au storytelling. Je sais pas Oui. Mais s'il je y a un l'enseigne. lien ou pas, etc. Ah, vous lancez, d'accord.
Alors j'enseigne ce qu'on appelle la narration créative. Donc ça, c'est ce que j'enseignais dans une école du campus des écoles supérieures du Pays de la Loire. Et cette année, je vais prendre une matière qui s'appelle la communication narrative, qui est un peu la même chose, qui est l'art de mettre en, en valeur son propos, l'art de le découper aussi. Ce ne sont pas pour moi des matières anodines. C'est très important parce que le découpage des idées, ça participe aussi de la méthodologie de la pensée. Une pensée bien découpée, une pensée bien amenée, c'est une pensée qui pense tout le temps et qui progresse. Et je pense que notre rôle en tant que pédagogue, c'est vraiment d'apprendre, plus que tout, c'est d'apprendre à penser. C'est de faire en sorte comment dire, j'allais dire qu'on fabrique, que, que l'on, que l'on aide en tout cas à élaborer des cerveaux qui pensent et des âmes qui pensent, et non pas des gens qui vont digérer ou uniquement régurgiter des idées toutes faites. Donc là, l'idée dans l'art oratoire, c'est aussi d'apprendre à comment je pense, comment j'organise ma parole, comment je restitue ma parole, et comment je raconte une histoire. Comment je... Enfin, c'est tout le... Vous parliez du commerce. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous faisiez ce lien, mais ça m'intéresse énormément, ce lien avec l'acte de commercer. Non, parce que alors le storytelling, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu à la mode, et il y a Oui. des critiques autour du storytelling. Et en général, c'est polarisé, hein. Il y a ceux qui disent que c'est très bien et ceux qui disent que c'est du, passez-moi l'expression, mais c'est du bullshit. Donc c'est un peu du blabla. Et donc la prise de parole m'évoquait ça un petit peu, le storytelling, et je voulais un peu avoir votre avis là-dessus. Je pense que tout peut être bullshit, mais vraiment tout. C'est-à-dire que avec les meilleures intentions du monde, tout peut devenir bullshit dès lors qu'on n'est pas bon, voilà, et qu'on ne maîtrise pas son sujet ou qu'on n'y met pas suffisamment d'intention et suffisamment de passion. Le storytelling, par exemple, dans les écoles où je l'ai enseigné à des étudiants qui allaient devenir, par exemple, graphistes, bah, c'est essentiel pour un graphiste de savoir comment je vais raconter une histoire. Là, c'était vraiment appliqué à la créativité. Après, comment je me raconte, comment je me présente, comment je présente un projet, moi, je trouve pas que ce soit bullshit. Ce que je pense, c'est que tout ça, ce sont des mots. Qu'il s'agisse donc d'art oratoire, de storytelling, euh, ou même de communication interpersonnelle. Ça participe pour moi du même mouvement et du même élan, qui est de comprendre, qui est d'identifier, de comprendre comment ça marche, de communiquer avec l'autre. Alors, moi, le storytelling, si c'est juste, en effet, pour se faire mousser, présenter des idées creuses, oui, c'est du bullshit. Si c'est pour aider des personnes de tout âge à présenter des projets qui ont du sens pour eux, mais ils savent pas le faire. Ils sont très abrupts, ils savent pas parler, ils savent pas présenter les choses. Mais je dis, mais allons-y, là, ça sert à quelque chose. De dire le storytelling, c'est du bullshit, ça serait comme de me dire Madame Bovary, c'est du bullshit. Vous voyez, c'est-à-dire que oui, bah oui, c'est l'histoire d'une pauvre femme qui s'ennuyait chez elle, qui prend un amant. Bon, on peut tout réduire à du bullshit. C'est toute la littérature pourrait être réduite à du bullshit. Toute la musique pourrait être réduite à du bullshit. C'est pas ça qui compte, c'est ce que l'on en fait. Et raconter une histoire, ce n'est pas anodin. Et donner les armes et les moyens aux jeunes ou aux moins jeunes de raconter leur histoire, qu'il s'agisse de l'écriture, ou de la prise de parole, moi, je ne trouve pas du tout que ce soit du bullshit. Je pense qu'au contraire, c'est une prise de pouvoir. Une prise de pouvoir, une affirmation de soi, et on est loin d'être dans le bullshit. Maintenant, en effet, si ça sert uniquement le marketing, uniquement vendre des produits, déjà d'une, je ne critique pas forcément les gens du marketing, puisque nous sommes malgré tout dans une société de consommation. Donc, critiquer le marketing aujourd'hui, ça voudrait dire que je vis comment? Quelque part, ce marketing m'envahit, hein. Peut-être que moi-même, hein, je suis mon propre objet marketing. Vous voyez, on réfléchit à toutes ces choses-là, heureusement. Mais dire que c'est du bullshit, oui, ça peut l'être. Mais
c'est comme tout. Si vous mettez une arme merveilleuse, un instrument de musique merveilleux dans les mains de quelqu'un qui n'en fera rien, ça donnera du bullshit. Ouais, Si vous... tout dépend de ce qu'on en fait, quoi. C'est vraiment l'objectif. Exactement. Moi, je pense que c'est utile. Je pense que c'est utile de savoir se raconter et puis de savoir écouter l'histoire de l'autre. Et en art oratoire, on apprend énormément à écouter l'autre. On prend plaisir à écouter l'autre. Et quand je vois mes étudiants qui applaudissent, qui s'applaudissent entre eux, ils sont contents, ils sont fiers d'eux, ils ont fait un bon mot. Parce qu'on termine en général en faisant des joutes oratoires amicales. Et là, c'est la liesse, quoi. C'est la liesse. Ils sont complètement... Ils sont ravis. Ils rient énormément. Quand je les vois rire comme ça, moi, je me dis que voilà, c'est gagné. On a, ils rient, ils sont heureux d'avoir produit de la pensée, d'avoir dit une parole intelligente, d'avoir pu faire sourire les autres, d'avoir fait un jeu de mots. Je Donc, trouve il passe du ça, stress au rire. oui, exactement. Oui, c'est très juste. Mm. Euh, Ça passe par le rire. De toute façon, je pense que beaucoup de choses peuvent passer par là. L'émotion passe par le rire. Du rire aux larmes, vous savez très bien qu'il y a la, 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 la frontière est très mince. C'est très mince, ouais. Il m'arrive de voir des étudiants, par exemple, qui commencent à rire en cours, dans une prise de parole, et puis je vois que la larme, elle est derrière, hein. L'œil est humide. L'œil est humide, et il n'est pas rare d'ailleurs que parfois on verse notre petite larme si une prise de parole est particulièrement émouvante, hein. Et bon, ils le savent. Ils savent que rien ne sort de mon cours. La porte est fermée, je sécurise mon groupe. Ça, c'est la thérapeute qui parle. Ils le sentent bien. Là, j'organise toujours ma salle en rond. Donc, je suis avec eux. Je passe d'une place à l'autre. Je m'assois au milieu d'eux. Puis ensuite, je change de place. Donc, je fais toutes les places comme ça. Et à la fin, des 2 heures ou des 3 heures, tout le monde a pris la parole à un moment donné. Tout le monde a pu prononcer un mot et s'exprimer, enfin, d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est ce qui compte. Super. Eh ben, écoutez, on arrive à la fin de notre intervention. Alors, si vous avez quelque chose à ajouter pour conclure, vous pouvez y aller. Ajouter, je suis très très heureuse de votre invitation, que j'aime beaucoup votre approche, pour avoir regardé après qui vous étiez et ce que vous aviez fait. Je trouve ça formidable, la parole que vous portez. On a vraiment besoin de réfléchir en ces termes-là à la transmission et je suis particulièrement heureuse d'avoir été là avec vous aujourd'hui et franchement, je vais suivre avec beaucoup d'intérêt ce que vous faites et je vous inviterai aussi à venir porter cette parole-là devant les jeunes dans le podcast parce que je pense que des personnes comme vous, on en a besoin, très clairement. Bah, c'est très gentil, je suis ravi également. Et puis, pourquoi pas faire une autre intervention sur les mêmes sujets ou sur d'autres sujets. Donc, voilà. On ne manquera pas de sujet, je crois. On ne manquera pas si non. Il y aurait tellement de choses à dire. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, je suis très contente. Et Très alors, je bien. voulais vous dire aussi, vous savez que je suis très sensible à la poésie, et je dis à ma fille, mais ce monsieur s'appelle Omar Lamour. Elle me dit, oh mon Dieu, mais quel nom extraordinaire. Elle me dit, c'est son vrai nom. Mais je pense que oui, mais c'est incroyable, quoi. On doit vous le dire souvent. Et ben c'est assez drôle parce que quand j'étais enfant, j'aimais pas mon nom de famille. Et maintenant, alors justement, quand je dis comment je m'appelle, je regarde toujours le visage de la personne pour voir ce qu'elle pense, et ça me fait toujours sourire. Ça, je me dis, qu'est-ce qu'elle va s'imaginer. Et voilà, maintenant j'ai plus de problème, j'ai plus de problème avec mon nom de famille, mais quand j'étais petit, je détestais mon nom de famille. Et parce qu'on n'aime pas ce mot amour, enfin, voilà, pour les enfants, c'est Pour le les côté enfants, plus... c'est autre chose. L'adulte, non, mais l'enfant, oh, l'amour, etc. Ça Oui, évoque. c'est ça. Ah non, mais je trouve ça incroyable, extraordinaire. Donc c'est un très 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 joli nom. Alors en plus, ça m'a fait plaisir. Vous savez que je suis vraiment très très attachée à la poésie des mots. Alors je me suis dit aussi, bah, c'est formidable. C'est de bon augure. Voilà. Intervention poétique.
Oui, oui, ça m'a beaucoup Voilà. plu. J'ai adoré. En tout cas, je serais enchantée qu'on le refasse et venez, venez aussi rencontrer mes étudiants. Enfin, il y a matière toujours à faire des choses. Vraiment, j'en suis sûre. Moi, si je peux accompagner en quoi que ce soit, je le ferai. Très Vraiment. bien. Eh bien, on termine là-dessus. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, Omar. Et vous me montrerez le... Enfin, est-ce que je pourrais on pourra la visionner?